Merci d'être très nombreux branchés sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Un invité dans ce journal, il s'agit de Bellarmin Biamungu, qui est coordonnateur national de l'AFDC, avec qui nous allons discuter sur les sujets brûlants de l'heure en République démocratique du Congo. Encore une fois, merci d'être branchés sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Une série de manifestations est annoncée par la Lucha Beni pour exiger le départ du maire policier de la ville de Beni au Nord Kivu, jugé incompétent dans le rétablissement de la situation sécuritaire en cette période exceptionnelle de l'état de siège décrété par le chef de l'État et le retrait de la force régionale de l'EAC qualifiée des investisseurs. Le point avec Joël Kamabou. Le mouvement citoyen pour le changement Lucha exige le départ du commissaire supérieur principal Moutebakacha Narcisse, alors maire de la ville de Beni. Il motive sa position par l'incompétence manifestée par l'autorité urbaine face à l'insécurité grandissante qui a occasionné des morts, des blessés graves et des pillages des biens de la population pendant ces périodes d'état de siège. La Lucha accuse les maires de la ville de Beni d'être complices de spoliation des espaces publics, notamment des terrains et des cimetières qui sont spoliés depuis l'installation de l'état de siège par le chef de l'État congolais dans une mission de rétablir la paix dans les provinces du Nord Kivu de l'Ituri qui est toujours menacée par les groupes armés. Ces mouvements citoyens demande également au gouvernement congolais de retirer la force de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC, qualifiée de simple observateur qui n'aide à rien la RDC. Le départ de M. Kachale qui a lamentablement échoué, c'est le maire le plus incompétent que la ville de Beni a connu depuis que la ville existe. Il n'y a aucun point positif de ce qu'il a fait, à part polier les espaces de l'État parce qu'il a spolié, et nous, la population, on va se prendre en charge, exiger son départ et demander à la justice de pouvoir l'arrêter pour ses crimes et ces actes qu'il a commis qui sont contraires à la loi, ici dans la ville de Beni, dans la ville où il était censé sécuriser et protéger l'État et militaire. Malheureusement, il nous a. Le 30 et le 31, les manifestations vont commencer dans la ville de Beni. Ça sera des journées ville morte. Il n'y a pas des activités. Le 30, il n'y aura aucune activité dans la ville de Beni. On exige le départ de M. Kachale parce qu'il a brûlé, il a incendié le marché et il a tué beaucoup de gens dans la ville de Beni depuis sa reine. Et il n'est pas en train d'aider la ville, il a spolié les espaces de l'État et nos cimetières. La deuxième des choses, c'est qu'on va également exiger cette ville morte pour exiger le départ de l'EAC sur notre sol, sur le sol de la province du Nord Kivu, cette force qui n'est pas en train de nous aider, qui est complice de l'ennemi, qui nous endeuille chaque jour. Pour mettre pression, la Lucha annonce des journées villes mortes à partir du 30 et le 31 janvier 2023 à ville de Beni. Ces manifestations entrent dans le cas d'exiger la fin d'état de siège dans les provinces du Nord Kivu de l'Ituri, où les violences rebelles continuent à être enregistrées. Et puis le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, satisfait du partenariat stratégique entre la RDC, l'Indonésie et le Brésil sur la gestion des forêts tropicales humides. C'est là en prélude du Forum mondial économique tenu à Davos en Suisse. Autre détail dans ce reportage. En marge du Forum mondial économique tenu à Davos en Suisse, le président de la République démocratique du Congo a reçu le ministre représentant les 3 pays détenant des importants bassins forestiers tropicaux au monde. Félix Antoine Tshisekedi a conféré avec Eva Zeiba Massoudi de la RDC, Lutz de l'Indonésie et Marina da Silva du Brésil sur le partenariat stratégique et historique signé le 14 novembre 2022 par ces 3 pays en vue de la mutualisation d'efforts pour lutter contre le changement climatique. Le président de la RDC, tout en saluant cette initiative, a encouragé à sa matérialisation le plus rapidement possible et sa mise en œuvre permettant d'agir en un seul front et avec le résultat encore plus tangible en faveur de l'humanité. Eba Zeiba, qui donne ici le compte rendu de cette réunion, annonce pour février 2023 les débuts des travaux des experts de ces 3 pays. Son Excellence, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience 3 ministre représentant de la République démocratique du Congo par moi-même et aussi la ministre de l'Environnement du Brésil, Madame Marina da Silva, et le ministre Luhut de l'Indonésie, parce que depuis le 14 novembre, les 3 pays ont signé un accord pour travailler ensemble, préserver, gérer le potentiel des ressources environnementales ensemble et aussi la transformation locale de leurs ressources naturelles. Parce que vous savez, le Brésil est le leader du bassin de l'Amazonie, la RDC aussi a le leadership de potentiel dans le bassin du Congo, de la même manière que l'Indonésie. Nous avons le même défi, nous jouons le même rôle face aux enjeux du climat
il était grand temps que ces pays puissent se mettre ensemble, non seulement à trois à leur niveau. Nous allons donc élargir la coopération sud-sud avec tous les autres pays du bassin. Pour rappel, dans ce partenariat, les trois pays avaient souligné l'importance de renforcer les efforts visant à faciliter les politiques de commerce et de développement durable pour la forêt tropicale. Les parties à cette déclaration sont convenus de travailler par ailleurs ensemble pour mettre en place un nouveau mécanisme de financement durable afin de soutenir la mise en œuvre des engagements des parties post-2020 en mettant un accent sur le paiement basé sur le résultat pour réduire la déforestation et conserver les stocks carbone forestiers. Monsieur Bellarmé Biamungu, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le coordonnateur national des communicateurs de l'AFDC. La situation sécuritaire à l'est de la RDC est toujours préoccupante. Les terroristes du M23 continuent d'occuper certaines localités congolaises. Quelle est, selon vous, la solution idoine pour mettre fin à cette crise qui secoue la RDC? Merci pour l'opportunité, madame. Vous savez que nous qui sommes ressortissants dans l'est de la RDC, nous sommes très préoccupés, autant que tous les Congolais aussi, de cette situation qui endeuille beaucoup de familles dans l'est de la RDC. Vous savez que nous avons été aussi surpris de voir que le M23 a continué à utiliser les mêmes méthodes, n'est-ce pas, leur modus operandi, comme vous le savez bien, de venir nous distraire par une signature, de cesser les faits, et après ils sont en train de se positionner sous terrain. Et je crois que le chef de l'État, comme commandant suprême, sait plus que moi que cette stratégie du Rwanda qui soutient Mordicus le M23 ne peut plus passer aujourd'hui. Et nous sommes alertés du jour au lendemain par les populations qui voient les mouvements de ces terroristes en train de se déployer par-ci par-là pour vouloir attaquer la ville de Goma et même les localités environnantes. Donc, ce que nous disons, que l'armée continue à faire ce qu'elle fait, en train il faut qu'il puisse surveiller ces gens-là. Et les chefs de l'État, comme nous avons déjà la chance d'avoir bénéficié de cette levée de l'embargo qui pesait sur notre pays, on était en train de se battre comme quelqu'un qui se battait avec les mains liées. Maintenant, aujourd'hui, que nous pouvons acheter librement les armes, vous allez voir que la situation sur le terrain devra bien évoluer. Nous sommes confiants, nous sommes en tout cas rassurés qu'avec la détermination du chef de l'État, nous allons gagner cette guerre une fois pour toutes. Et hier, c'était la MONUSCO qui était pointée du doigt par le président du Sénat, l'honorable Bahati Lukwebo, pour inefficacité. Aujourd'hui, certains Congolais réclament déjà le départ des troupes de l'EAC. Partagez-vous ce point de vue? En tout cas, je dois croire, hein, comme tout autre peuple, n'est-ce pas, comme tout autre citoyen qui habite les Nord Kivu, je venais d'être là aussi avec, dans la délégation qu'avait conduite le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, mon mentor politique. En tout cas, il avait posé des questions à la société civile, à la population, et tout le monde était unanime que la MONUSCO avait échoué au regard de ce long moment, n'est-ce pas, qu'ils ont passé ici chez nous et qui n'ont pas trouvé la solution. Lorsque vous échouez pendant vous faites quelque chose pendant 22 ans, vous ne réussissez pas. Vous pensez que la 23e année que vous allez réussir, et surtout qu'il y avait, en tout cas, des preuves palpables que la MONUSCO n'était pas là pour nous aider. Pourtant, elle était supposée être cette organisation qui allait nous amener la paix, en nous aidant avec les armes, avec la formation de nos militaires, la stratégie, les avions et autres choses. Mais plutôt, on a trouvé qu'ils étaient, parmi eux, il y avait ceux qui étaient devenus des affairistes. Ils étaient dans le minerai, ils étaient dans les mines qui étaient dans les souterrains, là où il y a la guerre. Vous allez voir qu'on tue quelqu'un à quelques mètres là où ils sont. On va égorger les populations tous les jours au Nord Kivu, notamment à Beni. Mais cette MONUSCO sur terrain, en train d'observer, comme ça hier, on a dit que c'était une mission d'observation. Alors, il devrait passer, en tout cas, passer d'un cap, n'est-ce pas, quitter l'observation et attaquer sur terrain. Parce que finalement, pendant 22 ans, vous êtes en train d'observer, vous ne faites rien. Et la population avait acclamé, la population avait demandé unanimement le départ de la MONUSCO. Et donc, Modeste Bahati Lukwebo n'avait jamais demandé cela. C'était la volonté de la population. Comme nous, AFDC, effectivement, nous travaillons pour la population. Et ce que demande la population, nous le faisons. C'était même le cas d'ailleurs, si ce n'est pas la question que vous posez, pour Théo Ngouabidje, vous voyez qu'il était notre gouverneur. Mais aussitôt que la population avait décrié sa gestion, il ne donnait pas solution
aux problèmes, n'est-ce pas, cruciaux de la population au Sud Kivu, nous avons tout de suite demandé qu'ils puissent partir. C'est vrai, ça paraît comme vraisemblablement étonnant, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un parti politique puisse désavouer un gouverneur. Nous avons désavoué la gestion de ces messieurs, mais pas plutôt les gouverneurs. Revenant à la question, la MONUSCO a déjà, en tout cas, montré ses limites. La MONUSCO a montré les limites qu'après 22 ans, de la MONUC à la MONUSCO, aujourd'hui, on n'a plus rien à voir de cette organisation. Maintenant, revenir à l'autre force est-africaine, ça encore une fois, vous allez voir les photos qui nous sont postées dans les réseaux sociaux, là où il y a les militaires de la force est-africaine, mais en train de poster avec les terroristes M23 comme s'ils étaient des amis, comme ils se connaissaient depuis très longtemps. En tout cas, ça commence à inquiéter. Vous allez poster les photos pareilles et demain vous battre sur terrain. Ça paraît en tout cas étonnant. Et c'est comme ça que finalement, vous avez vu qu'à Goma, la population s'est révoltée. Elle a manifesté hier. Et vous savez ce qui est arrivé. Nous allons peut-être nous aussi vérifier la situation sur le terrain. Mais si on trouve que cette force, n'est-ce pas, de l'Union africaine commence aussi en tout cas, à ne pas montrer les bonnes choses sur le terrain, ne pas chercher la solution, que plutôt de pouvoir poster des photos, faire des selfies avec les terroristes, nous n'allons pas accepter cela et nous apprendrons, on prendra une décision au moment venu. Et comment se porte votre parti politique, l'AFDC, son autorité morale, Bahati Lukwebo? En tout cas, les monuments vivants de la politique congolaise, les camarades Modeste Bahati Lukwebo se portent bien, autant que son parti politique AFDC. D'ailleurs, vous savez qu'il y avait cette reconnaissance de prime. On a primé l'AFDC comme étant les meilleurs partis politiques du pays, les meilleurs partis politiques organisés. C'est bien bon. Vous allez penser que ce n'est pas vrai, mais pourtant c'est vrai. Nous n'avons dans aucun parti politique il y a cette organisation qui est à l'AFDC. Vous savez que les structures qui existent partout ailleurs, ils sont organisés, ils sont financés, ils sont en tout cas coachés. Et tout cela sous le leadership de l'incontestable Modeste Bahati Lukwebo, le président actuel du Sénat. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour moi de poursuivre avec ce journal. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwit, a donné ce vendredi 20 janvier 2023 le coup d'envoi de la vente de la farine de maïs aux agents de carrière de service public de l'État, un prix promotionnel de 18 000 francs congolais. Le sac, la joie était au rendez-vous. C'est un reportage signé Karine Ebebe. Après les militaires et les policiers, cap vers les civils. Les agents de carrière de service public de l'État bénéficient eux aussi du fruit du travail du service national. En effet, les fonctionnaires de l'État vont désormais acheter à un prix nationaliste le semoule de maïs naturel, 18 000 francs congolais le sac. Le coup d'envoi de cette vente a été lancé par le commandant du service national. En croire le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwit, la production au service national a atteint une vitesse de croisière, d'où il fallait le faire sentir aux fonctionnaires de l'État. Un gros lot de matériel et équipements agricoles mis à leur disposition par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant du service national, leur permet désormais d'avoir le centre de production à travers toutes les provinces. Mesdames et messieurs les fonctionnaires, nous ne sommes qu'au début. Demain, au fur et à mesure que la production augmente, ne vous étonnez pas qu'un jour, le service national ouvre ici à la fonction publique un dépôt permanent, autant qu'il a fait dans les camps militaires et policiers à Kinshasa et à Lubumbashi. Ces efforts méritent votre soutien à vous tous, car il y va de l'avenir de notre pays, où les millions d'hectares de terres arabes ne seront plus un discours, mais une réalité, comme l'avait si bien dit le chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le moment ou jamais pour que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. Car si parmi nous, personne ne mange du cuivre, du diamant, de l'or, du zinc, etc., personne ne dit qu'elle n'a jamais mangé du maïs, du manioc, de la pomme de terre, etc., etc. Enfin, aujourd'hui, c'est le maïs qu'on vous vend, sur instruction du chef de l'État et commandant suprême du service national.
Très heureuse, la secrétaire générale à la fonction publique, Madame Bafalanga, a au nom du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, remercié et encouragé le service national qui a porté son regard sur eux. Les fonctionnaires restent dans leur soif et souhaiteraient que ces opérations se poursuivent mensuellement et s'étendent au niveau de tous les fonctionnaires à Kinshasa comme en province. Cela contribuera tant soit peu à la sécurité alimentaire des ménages des agents des carrières de service public de l'État. Car, rassurez-vous, que l'offre de cette semoule de maïs vient de créer sa propre demande auprès des fonctionnaires de l'État que nous sommes. C'est pourquoi, par cette même occasion, je profite de mettre les vifs souhaits au service national de rester constant dans la productivité et bien sûr de tout mettre en œuvre en vue de continuer à être à la hauteur de cette demande. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouy, prend un engagement avec le peuple congolais de ne pas s'arrêter qu'avec le maïs, mais de poursuivre avec d'autres aliments, notamment la viande et les poissons. Oumela, le commandant suprême du service national, aussi le chef de l'État, à Oumela. Merci. Le président de l'avenir du MLC, une structure d'appui au mouvement de libération du Congo, Maître Fabrice Pelende appelle la population de Moamba à s'approprier le processus électoral en se faisant enrôler en perspective des élections de 2023 en RDC pour plus de sièges en faveur du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. Reportage Maxime Macabo. À quelques jours de la clôture de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs à la première heure opérationnelle, à savoir Kinshasa, Congo central, Grand Équateur et Grand Bandundu, le message de sensibilisation s'intensifie, notamment dans la capitale Kinshasa avec l'avenir du MLC, cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, chapeautée par Maître Fabrice Pelende, qui était dans son fief électoral du Moamba, pour sensibiliser la population de ces coins de la capitale à s'acquitter de leurs devoirs civiques en se faisant enrôler en perspective de prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo. Dans une ambiance particulière, sympathisant avec la population, le numéro 1 de l'avenir du MLC, Maître Fabrice Pelende, a, à travers cette marche spontanée avec sa base, démontré à l'opinion nationale la force du MLC, du chairman Jean-Pierre Bemba, à qu'il ne plie à prouver dans les 4 coins du pays. Les représentants valables du district de Moamba, Maître Fabrice Pelende, a profité également de l'occasion pour sensibiliser la population à l'idéologie politique du MLC, visant le bien-être social des Congolaises et Congolais, aussi du développement de la République démocratique du Congo. Ainsi, le choix judiciaire pour le Moamba reste Maître Fabrice Pelende. Monsieur Bellarmin, je reviens à vous. Comment jugez-vous le fonctionnement de l'Union sacrée dont vous faites partie et que pensez-vous de ceux qui pensent qu'elle doit se transformer en plateforme électorale? En tout cas, à l'ère d'aujourd'hui, je pense que c'est une bonne idée de pouvoir muer notre plateforme en plateforme électorale parce que, comme vous le savez assez bien, l'idée de pouvoir dire clairement qui va soutenir Félix Tshisekedi en 2023 est venue de l'AFDC. C'est Modeste Batilou Kwebo, à travers notre mouvement politique, AFDCA, qui avait déclaré tout premier que nous, AFDC et AFDCA, on n'aura pas de candidat président de la République, mais plutôt à d'autres échéances, notamment Sénat, Assemblée nationale, Assemblée provinciale, conseils municipaux. N'est-ce pas? Et cela j'avais demandé à l'époque que tous les autres partenaires de l'Union sacrée puissent faire de même pour qu'on sache avec qui on évolue. Et ils m'ont donné raison parce que lorsque nous avons vu Katoumi partir, tout de suite on a compris qu'il y avait d'autres personnes encore qui devraient bien se déclarer ou déclarer leur identité par rapport à l'Union sacrée. Et aujourd'hui, comme nous sommes entrés d'aller vers les élections, c'est à quelques mois déjà, avec cette étape la plus d'ailleurs essentielle dans la préparation des élections, l'enrôlement, je crois qu'aujourd'hui, l'Union sacrée devrait en tout cas chercher comment s'organiser en plateforme électorale pour préparer normalement la campagne ou l'élection
écrasante de Félix Tshisekedi en 2023. Et sinon, si on se laisse encore dans cette léthargie de ne pouvoir faire de réunions, que les caciques, je dois demander d'ailleurs un appel aux caciques de l'Union sacrée, notamment Modeste Batiloukwebo, Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya et tous les autres qui sont dedans, de pouvoir en tout cas s'organiser, faire des réunions, se rencontrer, faire des stratégies, et que de laisser chaque parti politique partir en ordre dispersé, on ne saura jamais donner cette majorité écrasante à Félix Tshisekedi si jamais on n'est pas unis, on n'est pas organisé, on n'est pas structuré. Aujourd'hui, si on vous posait la question qui est qui à l'Union sacrée, vous allez voir que ce sont des grandes figures, n'est-ce pas? Mais ces grandes figures-là qui ne sont pas organisées, quel est le rôle que celui-ci joue? Je vous pose la question même en passant. On me pose la question, qu'est-ce que Bahati fait dans l'Union sacrée? Quel rôle il joue là-bas? Vous ne saurez jamais le dire. En tout cas, il est là, il fait les choses. Mais quelle chose? Il faut qu'on sache qui est chargé de la stratégie politique, qui est chargé de des relations extérieures, qui est chargé de la sécurité, qui est chargé de ceci ou cela. Ce n'est pas un problème que de pouvoir en tout cas l'organiser et donner les rôles de chacun dans cette union sacrée. Mais vous êtes une face importante au sein de cette coalition. Peut-on savoir à quand la sortie du gouvernement? En tout cas, ça c'est devenu comme un secret qu'on devait notamment laisser au chef de l'État, ce qu'on appelle en jargon politique pouvoir discrétionnaire du chef. Lorsque le chef de l'État sera prêt, lorsqu'il voudra voir que c'est maintenant l'opportunité de pouvoir faire sortir le gouvernement, il le fera. Mais du moins, il l'avait déjà annoncé au cours de l'un de conseils des ministres, n'est-ce pas, vous le savez, il avait dit que nécessairement il y aura un gouvernement. Et d'ailleurs, ce n'est même qu'un secret de polichinelle. Après que beaucoup de départs soient remarqués au sein de l'Union, plutôt du gouvernement, c'est normal qu'on puisse les remplacer, ou du moins changer les choses comme il se doit. Mais du moins, si jamais ça sort aujourd'hui ou demain, c'est lorsque le chef d'État sera prêt qu'il jugera bon de pouvoir les faire sortir. Et quel est votre mot de la fin? En tout cas, je vais appeler la population congolaise, notamment celle de ma circonscription électorale Funa, de pouvoir s'enrôler, emboîter en tout cas mes pas, comme je l'ai fait les dimanches passés. Je me suis enrôlé à Yolo, dans mon fief électoral, et j'ai demandé à tout celui qui voudrait bien en tout cas voter, changer les choses au niveau du pays, notamment au niveau de deux chambres du Parlement, de pouvoir s'enrôler, parce qu'en s'enrôlant, c'est comme ça que vous prenez votre destin en main en voulant voter celui que vous voulez qu'il soit votre représentant. Monsieur Bellarmin Biamungu, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Ok, merci beaucoup. Prolongement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, la demande faite par la SENCO et l'SCC est soutenue par les Kinois interrogés ce vendredi au centre-ville, suivait leurs propos recueillis par Xaverine Zamea et Shekina Mvutu. Plus que 4 jours nous séparent de la date limite de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs telle qu'avait prévu la Commission électorale nationale indépendante. Mais seulement vu la lenteur observée au cours de cette opération, la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo appellent la centrale électorale à une prolongation de la dite opération de façon à permettre à toute la population de l'ère opérationnelle 1 concernée d'être enrôlée. Un appel approuvé par les Kinois interrogés cet après-midi à ce sujet. Moi je trouve ça normal parce que déjà au centre il y a trop de monde. Quand vous allez là-bas au centre, moi je donne l'exemple de moi-même. Je suis allé 2 fois. Je suis allé le jeudi, j'ai quitté la maison à 5 heures. Je suis arrivé là-bas, la liste avait déjà, en fait la liste était déjà 60, j'étais 60e personne, vous voyez. Donc je suis resté là-bas jusqu'à 14 h, je n'ai pas eu la carte. Je suis rentré à la maison. Les vendredis encore je suis allé. Je suis resté là-bas jusqu'à 15 h, je n'ai pas eu la carte. En fait j'avais pris la carte les samedis maintenant, parce que j'ai changé le centre. Parce que moi j'habite en Ngaliema, mais comme il y avait beaucoup de gens en Ngaliema, j'ai changé les communes. Je suis allé maintenant je suis venu vers ici à Gombela. C'est ici que j'avais pris la carte. Donc pour moi, je trouve qu'ils puissent prolonger un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu de carte. Tout à fait. Bon, moi je pense que à chaque fois que les confessions religieuses se prononcent devant une situation de la CENI,
Nous voyons toujours que la CENI a tendance à ne pas s'exécuter de bonne foi. Et puis après, il y aura des troubles. Observez vous-même à travers la ville combien il y a de bureaux d'enrôlement. Et parmi ces bureaux, je vous dis moi-même, je n'ai pas encore eu ma carte. Pourquoi je ne l'ai pas eu? Vous arrivez, on vous dit que la machine est tombée en panne, une équipe technique est passée avec un taxi jaune, pas une équipe de la CENI, mais une équipe, je ne sais pas moi, de quelle obédience. Ils viennent chercher la machine, ils partent avec la machine. Pendant ce moment-là, le maman, le jeune dame, tout le monde patiente jusqu'à 17h et puis on ferme le bureau. Vous voyez, quand les confessions religieuses parlent, c'est-à-dire ils ont l'expérience dans cette matière. L'idéal est que tout le monde puisse s'enrôler. Mais s'il y a eu des couacs sur le plan technique, sur le plan logistique, ça vaut la peine qu'il y ait une prolongation. Je pense que la demande, elle est fondée. Ici, de rappeler que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs a été lancée par la CENI le samedi 24 décembre 2001 pour une durée d'1 mois. Coup des projecteurs sur la vision panafricaine, une nouvelle approche du panafricanisme qui consiste donc à la remise en question de certaines données, traditions et religions reçues en héritage depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Norbert Yamba et Alain Foka le trouvent pernicieux parce qu'à la base de la marginalisation dont l'Afrique souffre aujourd'hui. Edi Kabea signe ce reportage. Ces deux personnalités, Alain Foka et Norbert Yamba, parlent merveilleusement de l'Afrique et des Africains, avec beaucoup d'émotions visibles pour que l'Afrique sorte du sous-développement. Mais leur approche ultra-panafricaniste laisse à désirer, du moment où ces deux hommes négligent l'importance du développement scientifique et technique des Occidentaux. Neutraliser, parce que nous avons vécu 35 siècles, 3500 ans avant l'ère chrétienne, nous étions très puissants. Nous avons dominé le monde. Et donc, pour nous neutraliser, ils ont amené la religion. Et aujourd'hui, on continue. Vous voyez, autant de personnes qui se déclarent des religieux, etc., qui sont capables de guérir les malades. Et pourtant, ils auraient pu terminer les maladies dans des hôpitaux. On continue à être malade. Dans quelles circonstances les gens sont guéris? Deuxièmement, tout le monde est chrétien, tout le monde est musulman. Entre-temps, tout le monde qui est dans les institutions de la République sont des hommes et des femmes qui sont véritablement des chrétiens ou musulmans. Et lorsqu'on regarde le degré, n'est-ce pas, d'amour ou d'affection, le degré d'honnêteté, le degré d'intégrité, le degré de sincérité dans la gestion des affaires publiques, et donc on n'a pas l'impression effectivement que les églises nous ont servi à quelque chose. Avec les prêtres et autres religieux, nous avons intégré que le diable est noir, que Dieu est blanc, le teint clair est meilleur, que nos religions étaient profanes et la manifestation du diable et qu'il fallait s'en éloigner. La plupart d'entre nous avons intégré que nous sommes moins intelligents que le blanc. Nos sœurs et nos mamans ont intégré le fait que les perruques, les moumoutes, longues et blanches, étaient plus beaux que leurs cheveux naturels. Il est venu le moment de sortir de cet obscurantisme. Il est venu le moment pour une jeunesse désormais bien formée et ouverte sur le monde d'élaborer le narratif des Africains, de raconter L'idée estime que leur approche est purement populiste et inadaptée aux vrais enjeux géostratégiques et défis du futur de la planète, lesquels défis sont axés à la fois sur la qualité et la préservation du genre humain. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Bellarmin Biamungu, le coordonnateur national des communicateurs de l'AFDC, avec qui nous avons débattu sur les questions brûlantes d'actualité de l'heure en RDC.
Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Bon week-end à tous.